Bonjour à tous, donc, je suis Franck Albert, je suis le président du Collège national des cardiologues hospitaliers et je suis très heureux de vous retrouver pour notre premier web conférence de l'année 2022 avec beaucoup de projets grâce à vous. Donc bonne année à tous. On démarre de manière traditionnelle au mois de janvier une série un peu de best-of de tous les groupes de la communauté de la Société française de cardiologie. Et donc ce soir, on va faire le point donc, sur l'urgence cardiologique avec un ancien président du groupe USIC, qui est le nouveau président d'ailleurs du groupe Insuffisance cardiaque de la Société française de cardiologie, qui est le professeur François Roubille. Bonjour François. Vous êtes aujourd'hui plus de 270 inscrits. Vous pourrez poser les questions en direct sur l'onglet qui est en bas et votre expert vous répondra. Je tiens à remercier aussi le soutien institutionnel donc, du groupe Alliance BMS Pfizer. Et j'ai la chance de modérer ce webinaire donc, avec mon ami Olivier Nallet, chef de service à Montfermeil, qui a pris la suite d'ailleurs de Simon Catan et qui est référent aussi du groupe USIC du CNCH. Bon, bonjour Olivier, je vais te laisser présenter donc François. Bonjour à tous et puis merci pour cette invitation et ce webinaire. Bonne année également. Donc, on a demandé au professeur Roubille de Montpellier, qui est responsable des soins intensifs, qui a été effectivement le président du groupe USIC de la SFC, de nous parler des éléments nouveaux qui ont été publiés, des nouveautés en USIC en 2021. Voilà, je pense que c'est un sujet qui intéressera tout le monde. Merci beaucoup, merci Franck, merci Olivier, merci au collège pour son invitation. Alors c'est très orienté, hein, c'est des soins intensifs, mais ça va être très orienté plaquettes et anticoagulation. Bien sûr, on peut ouvrir la discussion et je crois d'ailleurs que vous pouvez, il ne faut pas que vous hésitiez en tant que participant à poser des questions. Les modérateurs partageront et feront la synthèse. Alors moi, je vais essayer de partager mon topo. Voilà, donc normalement, vous devriez voir, je pense, le diaporama. C'est bon, vous le voyez? C'est parfait. Ouais, super. Alors, je vous remercie pour l'invitation. Effectivement, j'ai été président du groupe USIC. Actuellement, c'est Étienne Pimira qui est président et je le remercie beaucoup parce qu'il m'a beaucoup aidé sur le topo de ce soir, parce qu'on est tous pris par les urgences, en particulier les urgences des journées européennes de la semaine prochaine, et que donc les topos se télescopent. Comme tu l'as dit, c'est aussi grâce au soutien de l'industrie, et c'est à travers ça que je dois confesser un certain nombre de conflits d'intérêts, y compris avec l'industrie qui développe les antithrombotiques, les antiplaquettaires. Et donc un conflit d'intérêts amical cette fois avec Étienne Pumira. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, en introduction, vous l'avez évoqué, la maladie coronaire, de plus en plus, on distingue deux formes de la maladie coronaire. Le cœur de notre métier en soins intensifs, qui est l'accident aigu, le syndrome coronarien aigu, et puis le cœur du métier du cardiologue, qui est le syndrome coronarien chronique. Et finalement, bien sûr, vous avez des allers-retours, des décompensations, mais c'est à garder en tête parce que on n'est jamais totalement guéri d'un syndrome coronarien aigu. Il faut bien rappeler aux patients que certes, on a passé le cap, mais que le travail sur les facteurs de risque, c'est quelque chose qui sera continu. La question sur l'antithrombotique, sur l'anticoagulation, c'est quelque chose qui sera également finalement une question à se reposer, même si les outils vont changer. Donc, je crois que ça, c'est quelque chose d'important. Parmi les idées reçues, souvent, quand on en parle aux internes, un des éléments qu'ils nous donnent, c'est oulala, il a fait un ST+, c'est dans leur tête beaucoup, beaucoup plus grave qu'un NSTEMI, sans ST+. Et en fait, ce n'est pas le cas, vous le voyez. Alors, bien sûr, il y a beaucoup d'événements au tout début, en intra-hospitalier. Pas tant que ça par rapport à il y a quelques années. Regardez le nombre d'événements dans le registre national, FAST-EMI. À un an, vous avez, alors dans les ST+, on est, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, on est aux alentours de 6% d'événements. Donc, ce n'est pas énorme par rapport à ce qui c'était il y a 10 ou 20 ans. C'est quand même presque le double dans le NSTEMI à un an. Autrement dit, l'idée reçue du NSTEMI qui est pas grave, ce n'est pas le cas du tout. C'est aussi, bien sûr, avec des facteurs confondants parce qu'ils sont plus âgés, ils sont plus comorbides. Et justement, toute la stratégie antithrombotique devra prendre en compte ce risque, sans avoir la fausse idée que c'est moins grave qu'un syndrome coronarien ST+. Ça, c'est important, je crois, dans la pratique quotidienne.
C'est d'autant plus important qu'il y a un certain nombre de choses, et en particulier la pandémie actuelle, qui perturbe notre prise en charge. Alors, on a tous participé à des registres, à des études de prévalence. Là, c'était au tout début, dans le premier confinement. On avait été très inquiets, nous, d'observer une chute drastique de 30%, voire plus, selon les centres, d'admission pour syndrome coronarien. Alors, on peut voir le verre à demi-plein, à demi-vide. Quand on est optimiste, on va dire que c'est parce que les gens font plus de syndrome coronarien. Quand on est plus pessimiste, c'est plus mon cas, c'est probablement que les gens se sont beaucoup auto-censurés et n'ont pas été admis. Et donc, probablement que les syndromes coronariens qu'on prend en charge depuis 2 ans ne vont pas avoir le même pronostic que ceux d'avant, mais ça reste à prouver avec des données de la littérature qui sont parfois divergentes. Alors, toutefois, on a quand même les recommandations. C'est ça que vous voulez qu'on discute le plus, je suppose, et ça se comprend bien. Alors, les recommandations ont l'avantage de mettre sur le papier ce qu'on essaye de faire au quotidien. Et effectivement, quand vous choisissez un traitement antithrombotique avec des antiplaquettaires, un anticoagulant ou que l'un ou l'arrêt, eh ben, vous allez prendre en compte à la fois le risque ischémique sur votre gauche et le risque hémorragique sur la droite. Et alors évidemment, le problème, c'est que moi je suis normand, donc on est toujours un peu dans l'entre-deux, et effectivement, le risque ischémique est drivé par les mêmes paramètres qui drivent le risque hémorragique finalement. Et donc une fois qu'on a dit il est à haut risque ischémique et à haut risque hémorragique, on est bien embêté. Et on va en reparler un petit peu. Si on regarde sur la droite, je vous ai mis les principaux éléments du risque hémorragique. Si on regarde les éléments dans la colonne de gauche, vous allez voir que pour le clinicien, c'est assez évident. Vous avez un patient qui a une indication chronique d'anticoagulation. Bon, d'accord, il est insuffisant rénal sévère, il est anémique, il saigne tout seul. Bon, d'accord, il a une thrombopénie. Alors, 100 000 de plaquettes. Autrement dit, on a quand même beaucoup de patients qui ont des thrombopénies modérées où ce n'est pas vraiment le problème. Il a une cirrhose, il a un cancer actif. Il a déjà saigné dans sa tête, il a saigné récemment, il a une malformation artério-veineuse. Des éléments qui sont tout à fait évidents dans votre clinique. Et une fois que vous savez, en un clin d'œil, vous avez un de ces éléments majeurs, vous savez que le patient est à haut risque. Des éléments mineurs, vous avez une fonction rénale modérément altérée, vous êtes moins jeune, plus de 75 ans, on ne peut pas dire que ce soit des patients âgés pour nous en cardio maintenant, je ne sais pas quelle est la limite d'âge que vous considérez. Si bien qu'on arrive à un algorithme décisionnel qui semble logique. Je ne sais pas si c'est exactement celui que tout le monde applique. J'ai encore eu la question d'un collègue il y a 15 jours et des urgentistes cette nuit en me disant mais pourquoi notre protocole local n'est pas exactement celui des recommandations? La question des urgentistes, c'était sur la première ligne HNF ou Lovenox ou bilirubine. Alors nous, on n'a pas à Montpellier, on est très au sud, donc on n'a pas la bilirubine. Et on met beaucoup de Lovenox pour des raisons historiques parce que, entre autres, c'était gratuit à l'hôpital. Et quand l'urgentiste m'a vu, qui est resté pour la coro, et m'a vu remettre de l'héparine dans le désilé radial, alors qu'il avait déjà donné le Lovenox, à la fin, il est venu me dire mais pourquoi nous, on ne met pas de l'héparine? Parce que ça serait quand même plus simple, parce que dans le DU que tu fais, tu nous as dit qu'il ne fallait pas mélanger parce que ça fait des soupes et qu'on ne sait plus ce qu'on fait. Alors, je suis complètement d'accord avec ce qu'il a dit, sauf qu'après, c'est des pratiques. Alors, vous-même, je ne sais pas si vous rajoutez de l'héparine ou pas dans le désilé quand le patient a été traité correctement. Il y a l'effet anxiolytique pour l'angioplasticien, il y a des trucs qui sont tout à fait irrationnels, mais enfin, n'empêche que je crois que la force d'un protocole local, c'est qu'il soit reproductible, qu'il soit robuste, qu'il soit accepté par tous, évidemment, et si possible, qu'il colle au plus près des recommandations. Alors, une fois que vous l'avez anticoagulé, ce syndrome coronarien, vous évaluez le risque hémorragique. Je pense que dans le risque ischémique, un des éléments qui manque dans ce que je vous ai dit juste avant, mais on va le revoir après, c'est quand même la coronaropathie. Et donc, si vous n'êtes pas cardiologue interventionnel, il faut que votre cardiologue interventionnel vous dise ce qu'il en pense. Si vous êtes cardiologue interventionnel, bien sûr, ça rentre dans la discussion. Vous n'allez pas traiter pareil un patient qui a un long stent sur le tronc commun et l'IVA ou un stent de gros calibre sur une circonflexe isolée, c'est évident. Et donc, je ne vais rien vous apprendre en vous disant que si le risque hémorragique est faible, bien sûr, vous allez partir sur une double antiagrégation avec de l'aspirine et du Prazu ou du ticagrelor, éventuellement du clopidogrel. Vous partez pour un an de traitement. Rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est intéressant quand même, c'est que dès que le risque hémorragique devient élevé, on vous propose d'arrêter le deuxième antiagrégant, qui était donc le clopi, donc aspirine, clopidogrel, d'arrêter à 3 mois et de garder que l'aspirine.
Et s'il est très élevé, on vous dit même que même après un syndrome coronarien, vous pouvez arrêter au bout d'un mois. Ça, c'est quand même assez nouveau. Il y a encore quelques années, on disait il ne faut pas arrêter. Hein. Le patient a eu un syndrome coronarien, il est à très haut risque ischémique, ce qui est vrai. Il est à très haut risque de récidive. Je vous l'ai montré dans les slides précédentes. Dans les mois qui suivent et dans l'année qui suit, il est à très haut risque de récidive. Donc, ce n'est pas logique quand même d'arrêter un antiagrégant. Mais compte tenu de l'environnement pharmacologique, du contrôle des facteurs de risque, des statines, etc., le risque que vous faites prendre aux patients est plus élevé si vous maintenez une double antiagrégation. Et donc ça, c'est un message qui n'est pas très bien passé dans la communauté médicale, alors pas en cardio bien sûr, mais dans la communauté médicale d'une façon générale. Les collègues sont toujours surpris quand on leur dit non, ben, ton patient qui est cirrhotique et qui a 8 grammes d'hémoglobine, bien sûr, tu arrêtes, tu le laisses sous clopie seul. 4 semaines après l'infarctus, ça sera très bien. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose d'important. On a les recommandations pour nous et pour nous simplifier la vie. Hein. C'est surtout ça chez des patients qui sont quand même difficiles à gérer. Le risque ischémique maintenant, ben, évidemment, c'est ce que je viens de vous dire. C'est vous avez un infarctus récent ou surtout vous faites des événements récurrents. Vous avez une maladie multitronculaire, vous êtes polyvasculaire, en particulier, on sait que l'atteinte périphérique a un poids majeur chez nos patients. Donc, c'est vrai que si vous êtes ponté au membre inférieur et coronarien, c'est quand même un élément majeur pour ne pas arrêter l'antiagrégation et maintenir un peu longtemps la double antiagrégation. Bien sûr, en cas d'atteinte précoce, moins de 45 ans, en cas d'insuffisance rénale. Donc, c'est vrai qu'on retrouve un petit peu les éléments à risque d'hémorragie, qui sont aussi des éléments à risque d'ischémie. Et puis, comme je vous l'ai dit juste avant, le point de vue du cardiologue interventionnel est quand même important. Plus de 3 stents, une longueur d'implantation de plus 6 cm, on y vient vite. Hein. Vous voyez assez souvent implanter 2 stents de 38 ou ce genre de choses. Et rapidement, évidemment, on a des lésions qui sont dans ce contexte. Et puis, on s'attaque à des lésions plus complexes aussi, avec des lésions de bifurcation, tronc commun, etc., y compris en phase aiguë. Et donc, forcément, ce sont des patients à très haut risque ischémique. Ce que je trouve intéressant sur cette slide, ça me permettra de faire un petit aparté, parce qu'un de mes dadas, c'est quand même l'inflammation. Et ben, la maladie inflammatoire reste aussi un élément à haut risque ischémique. Et donc, par exemple, une femme jeune qui a une coronaropathie et un lupus, c'est un patient qui a très, très haut risque, x7, on dit dans les études, donc ça écrase tout le reste. Et par ailleurs, ça suggère quand même la place de la colchicine chez ces patients à très haut risque cardiovasculaire, multitronculaire, atteinte jeune, atteinte polyvasculaire. C'est probablement une bonne place d'une autre approche qui n'est pas que l'approche antithrombotique, qui est l'approche anti-inflammatoire ou inflammato-modulatrice. C'est un petit aparté. Ça, c'est quand même une des nouveautés puisque c'est dans les dernières recommandations. La recommandation de la colchicine à demi-dose, je vous rappelle, c'est 0,5 mg par jour. En prévention secondaire, chez un patient qui a déjà fait un événement ischémique. Et si vous estimez qu'il a un risque résiduel élevé, donc c'est exactement les patients dont je vous ai parlé tout à l'heure. Niveau de recommandation A, parce qu'on a 2 études internationales avec plus de 10 000 patients traités. Classe de recommandation 2B, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire systématiquement. Vous pouvez le faire pour certains patients, c'est-à-dire les patients que je viens d'évoquer. Donc, je trouve que c'est intéressant d'avoir en tête chez ces patients plusieurs approches physiopathologiques et donc plusieurs approches thérapeutiques pour essayer de les contrôler quand ils sont particulièrement à risque. Particulièrement à risque ischémique et puis bien sûr particulièrement à risque hémorragique. Le principal risque en dehors des contextes que je vous ai cités tout à l'heure, c'est la nécessité de l'indication d'une anticoagulation et donc c'est le patient en fibrillation auriculaire. Alors je sais que certains membres du collège sont très actifs dans le domaine et qu'il y a des études en cours là-dessus, savoir ce qu'il faut faire, comment il faut gérer. La simplification, on ne va pas reprendre l'algorithme ensemble, mais quand même la simplification est importante. Ça veut dire que rapidement l'anticoagulation peut suffire. On vous dit chez un patient à risque intermédiaire ou à risque élevé, au bout de 6 mois, vous pouvez mettre un anticoagulant seul et de toute façon, au bout d'un an, ils seront sous anticoagulant seul. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de P2Y12 inhibiteurs, mais il n'y a plus non plus d'aspirine. Et on en discutait un peu en aparté avant. Je trouve que c'est amusant comme évolution car il y a quelques années, plusieurs années maintenant, quand j'étais interne, j'avais toujours peur de voir un patient coronarien sans aspirine parce que ça me semblait une aberration.
Maintenant, ça ne choque plus du tout les internes. Et je trouve ça bien parce qu'ils ont pris le virage. Alors que moi, j'ai toujours une petite frayeur quand je vois l'ordonnance de mon patient et je me dis, oula, merde, j'ai oublié l'aspirine. Enfin, c'est pas que c'est volontaire. Et j'ai volontairement laissé l'anticoagulation sans antiagrégants. Alors, quelques données plus récentes, après ces données un peu générales, qui vous ont permis, j'espère, de rentrer dans le vif du sujet. Je voudrais juste vous dire qu'effectivement, il y a une forte tendance pour dire qu'un certain nombre de patients seront hors aspirine. On a une étude intéressante cette année qui montre l'intérêt du Clopid à la place de l'aspirine chez des patients stentés. Alors, ce sont donc des patients qui sont stentés par un stent actif sans... Bon, bien sûr, il y avait des critères d'inclusion-exclusion et qui permettaient d'avoir des patients qui ne sont pas à très haut risque d'événements ischémiques, évidemment. Et puis, on allait les suivre, on allait les randomiser en aspirine après avoir pris la double antiagrégation le temps recommandé, assez longtemps d'ailleurs. On les randomisait en aspirine ou clopidogrel et on voyait ce qui se passait sur les événements, avec l'idée que l'aspirine, c'est plus difficile à prévoir l'évolution des patients, avec des patients qui sont peut-être résistants à l'aspirine et des patients qui sont plus sensibles avec des événements digestifs en particulier. Alors, si vous regardez, ça c'est le l'endpoint primaire, mortalité de toute cause, infarctus non fatal, AVC, réadmission pour syndrome coronaire et hémorragie majeure. Alors, là, ce qu'on peut regarder, c'est d'abord qu'il y a très peu d'événements. Ce sont des gens qui vont faire, regardez, à 1 an, 3-4% d'événements. Ce sont les coronariens de maintenance, c'est-à-dire des coronariens qui vont bien, qui sont particulièrement bien traités, parce que je pense qu'on est bon quand même en cardiologie. On a énormément de traitements efficaces. Et donc, ils font peu d'événements. Et malgré ce, on a l'impression quand même qu'il y a un petit... si vous regardez, donc en bleu, vous avez le Clopid, l'aspirine en rouge. C'est sûr qu'à 1 an, les courbes commencent à diverger, mais quand vous regardez à 2 ans, ce qui était dans l'étude l'endpoint, là, il y a une différence franche avec un quart de moins d'événements sous clopidogrel que sous aspirine. Alors évidemment, c'est quand même des événements qui sont rares et donc ça nécessite de traiter 50 patients pour avoir un événement de moins, en sachant qu'évidemment, ce n'est pas la même chose d'être hospitalisé pour un infarctus ou un syndrome coronarien ou que de faire un AVC ou pire, de mourir. On est bien d'accord. Alors évidemment, le clopidogrel protège mieux les patients. Enfin, j'allais dire évidemment. Je m'attendais plus, moi, à la limite, sur l'intérêt sur le saignement, qui est vrai, c'est la partie de droite. Vous avez moins de saignement sous clopid, mais vous avez aussi à gauche moins d'événements ischémiques. Donc ça valide un peu l'attitude qui était de dire chez les patients coronariens, alors en particulier bien sûr quand ils ont une atteinte périphérique, donc on sait que le clopid est quand même supérieur à l'aspirine, mais même chez le coronarien sans atteinte périphérique, puisque ce n'était pas obligatoire dans l'étude, vous pouvez tout à fait laisser sous clopidogrel au long cours le patient et non pas sous aspirine. Donc c'est vraiment quand même aussi, ça enfonce le clou, un clou de plus, je dirais, dans le cercueil de l'aspirine au long cours. Et puis un peu dans la même idée, il y a un grand mouvement de fond quand même depuis des années pour dire que la double antiagrégation courte est possible, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans l'algorithme. Et là, c'est une autre étude intéressante où on va regarder une antiagrégation de courte durée versus une anticoagulation standard, c'est-à-dire vous stentez un patient, vous lui mettez la double antiagrégation pendant 1 mois, soit vous arrêtez, bras court, soit vous continuez pendant au moins 2 mois, de façon à ce que le patient reçoive 3 mois de traitement, puis vous évaluez à 1 an à peu près les événements cardiaques. Alors, là aussi, le critère composite majeur, bon, c'est assez classique, mortalité, infarctus, AVC, hémorragie majeure. Là aussi, regardez, à 1 an, vous avez 7%, alors ce sont des patients un petit peu plus sévères, ils font un peu plus d'événements, avec, sur l'endpoint primaire, le résultat majeur de l'étude, c'est de dire il n'y a pas de différence. Vous pouvez anticoaguler, anti-agréger de façon brève vos patients, c'est sûr. Et après, si vous regardez les événements cardiaques ou cérébraux, c'est-à-dire s'assurer qu'on n'est pas inférieur en arrêtant la double antiagrégation, ce n'est pas le cas. On n'est pas inférieur. Il y a peu d'événements, mais il n'y en a pas plus dans le bras court que dans le bras standard. Et en revanche, comme un peu attendu, il y a moins d'événements hémorragiques. Si vous regardez toujours la courbe rouge en bas, tout à fait en bas de votre écran, vous avez moins d'événements dans le bras courte, double antiagrégation, versus dans le bras antiagrégation standard, qui n'est pas tellement longue non plus, c'est 3 mois.
avec une réduction qui est quand même importante, hein, puisque vous voyez que les courbes divergent avec un impact quand même important sur la réduction des événements. Là, c'était des patients un petit peu plus sévères que ceux de l'étude d'avant, puisque vous voyez, c'était des angioplastiques qui étaient complexes dans plus de 3/4 des cas, des patients relativement âgés, 76 ans, pas mal de diabète, la moitié de syndrome coronarien. Ça vous explique que ce ne soit pas exactement la même population que dans l'étude précédente. Mais enfin, quand même, le message va dans le sens d'une double anti-agrégation courte possible. Toujours dans l'ambiance anti-agrégation, anticoagulation, les thrombus intravégés, c'est très fréquent. Alors, je ne sais pas si on peut avoir un peu d'interactivité, mais je vais peut-être demander à ce moment-là aux modérateurs de me dire ce qu'ils en pensent, sauf qu'ils ont peut-être la réponse. À quelle fréquence vous vous attendriez à avoir des thrombis dans le ventricule gauche? Alors, peut-être qu'il y a à distinguer la situation clinique, la situation échographique et puis un dépistage par IRM. Je ne sais pas si Olivier ou Franck, vous voulez. Oui. Instinctivement, j'aurais dit 30 ou 40. Mais... Allez, 40. Eh ben, j'aime beaucoup votre réponse. Moi, j'aurais peut-être même été encore plus optimiste parce que finalement, on ne trouve pas, enfin, quand vous faites la visite en musique, on n'en trouve pas non plus tant que ça. En tout cas, à l'écho, j'entends. Et heureusement, il n'y a pas beaucoup de thrombis qui parlent cliniquement. Il n'y a pas quand même beaucoup de patients qui font un infarctus cérébral, heureusement. Mais c'est vrai qu'à l'IRM, vous avez beaucoup plus de thrombis, 40 voire 50% dans les études. Alors ça dépend évidemment de la taille de l'infarctus. Là, si on considère vraiment le gros infarctus antérieur, votre réponse est bonne. C'est entre 30 et 50%. Nous, on participe à une étude de thérapie cellulaire. Alors, ce sont des données qui ne sont pas publiées, mais peu importe, je vous les livre quand même. C'est 50%. On doit faire des IRM répétés en fait, avant de pouvoir injecter les cellules souches. Et la moitié des patients n'ont pas pu aller jusqu'au bout de l'étude parce qu'ils avaient un thrombus, alors qu'ils sont particulièrement bien suivis, ils sont anticoagulés si on a un doute, etc. Donc, effectivement, je crois que c'est quelque chose, c'est une situation clinique qu'on néglige un petit peu. D'abord parce qu'on est très confiant, on a des médicaments qui sont très puissants, on intervient tôt, et donc même le gros infarctus antérieur, on se dit il va remodeler, on a plein de médicaments qu'on met très vite et il va remodeler favorablement. Bah, pas tant que ça, c'est tout le but. Ça me permet de renvoyer l'ascenseur à Étienne qui m'a bien aidé sur le topo, puisque c'est lui qui lead l'étude apéritif. Alors, c'est l'heure d'ailleurs, donc je ne sais pas si le collège a prévu, mais normalement, c'est l'heure de l'apéritif, Franck. Et donc, dans cette étude, on va essayer de ne pas attendre la formation du thrombus, mais de traiter en préventif les patients qui font un infarctus antérieur. Ils sont randomisés en antiplaquettaires classiques, aspirine plus clopy ou aspirine plus ticagrelor, versus double antiagrégation et anticoagulation à petite dose par Rivaro à petite dose. L'idée étant de dire la double antiagrégation, c'est parfait pour tout ce qui est vasculaire, etc. Mais pour le VG, comme vous le savez, c'est l'anticoagulation qu'il faut, même fût-ce à petite dose en primo-secondaire, on va dire, parce que peut-être qu'il y a des thrombus qui sont déjà là que vous ne voyez pas, et il y a tous ceux qui peuvent se former dans les jours qui suivent l'infarctus. Et puis, bien sûr, l'évaluation sera avant tout par imagerie. Donc, l'étude est importante, je pense, sur le plan mécanistique. Ça va nous montrer d'abord la prévalence réelle dans une large cohorte du thrombus. Et puis, est-ce que notre médicament est efficace pour en prévenir la formation? Ça ne veut pas dire que c'est efficace pour en prévenir les événements cardiaques et donc, ou même les événements cliniques extracardiaques. Et donc, ça sera évidemment une deuxième question. Et je pense que c'est important parce que quand on travaille en soins intensifs, quand on prend en charge des syndromes coronariens, on a évidemment notre routine de double antiagrégation, d'anticoagulation dans la FA, etc. Et il faut resituer un petit peu la complexité du patient et la partie émergée de l'iceberg qu'on ne voit pas forcément. Je trouve que le thrombus intraventriculaire gauche en est un bon exemple. Donc ma conclusion, j'espère que je n'aurai pas dépassé trop mon temps de parole, mais je crois que ça va. Clairement, l'ambiance actuelle, c'est quand même de dire la double antiagrégation plaquettaire courte est possible. Un patient coronarien, ce n'est pas infamant qu'il ait plus d'aspirine. Il faut bien sûr que ce soit réfléchi, il ne faut pas que ce soit un oubli d'ordonnance. Mais la simple anticoagulation est possible. Ce n'est pas un scoop que je vous donne là, mais quand même, je trouve que c'est important à faire passer dans nos pratiques. Et puis, bien sûr, la tarte à la crème, c'est l'individualisation du risque qu'on fait tous en tant que clinicien. Vous avez rapidement une évaluation du risque hémorragique, du risque ischémique. Je pense que c'est intéressant de le citer dans nos courriers, et en particulier à nos correspondants, pour bien leur expliquer pourquoi vous allez maintenir une double antiagrégation. Là, je n'ai pas parlé du cas où vous la prolongez, mais je pense que c'est important de justifier. J'arrête
parce que les pathologues est gêné, etc. Je poursuis parce que j'estime que le risque d'un point de vue coronaire reste élevé sur le plan ischémique. Et puis, s'il y a un risque résiduel élevé, il n'y a pas que les antithrombotiques, il n'y a pas que les antiplaquettaires. Il faut réfléchir à tout ce qu'on peut contrôler. Bien sûr, le risque du LDL, enfin du cholestérol, le diabète. J'aurais pu le citer, je ne l'ai pas mis, mais vous serez intéressé de savoir que normalement, il y a un traitement des triglycérides qui va arriver à la fin de l'année. Donc, fin 2022, on devrait avoir le Vascepa, qui est un médicament qui agit sur les triglycérides et qui sera indiqué chez les patients à risque résiduel élevé, chez nos patients coronaires, par exemple, patients coronariens et diabétiques, c'est 30% de nos patients qui gardent des triglycérides supérieurs à 1,5 g, vous aurez un nouveau traitement à leur proposer. Et voilà, je crois que c'est important de ne pas s'arrêter à la coronaire et de voir le patient dans son entièreté. Et ça me permet de vous rendre la parole. Merci à vous. Merci François, c'est très, très intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de questions derrière. Pour débuter, moi je suis quand même un petit peu… Bon, on voit quand même que l'aspirine, on peut s'en passer. Ça ne veut pas dire qu'on va l'arrêter chez tous les malades très à distance d'un événement aigu, mais on peut s'en passer. Alors on l'a vu dans l'étude coréenne Ostexam, et puis dans l'arbre décisionnel où chez les gens à très haut risque hémorragique, on pouvait au bout d'un mois laisser le clopidogrel seul. Alors moi je suis un peu étonné par les résultats de l'étude coréenne, et en particulier du fait que malgré un risque antithrombotique plus puissant que l'aspirine, il y ait moins de complications hémorragiques, même si ça avait déjà été dit. Et la deuxième chose, on oublie un peu, et c'est sur ce point que je voulais avoir ton avis, la notion de variabilité d'efficacité du clopidogrel d'origine génétique, et en particulier d'ailleurs dans cette population coréenne, où je crois la moitié des Coréens sont plus ou moins résistants à la molécule. Donc ça m'étonne qu'on mette en particulier dans les recommandations la possibilité de donner du clopidogrel à des gens qui sont quand même à haut risque ischémique. Oui, je suis d'accord avec Voilà. toi, c'est assez paradoxal parce que pendant un moment, il y avait le balancier était à dire le clopidogrel, il y a une grande variabilité, il y a des interactions médicamenteuses, qu'on a-t-on dit avec les IPP ou autres. Et puis maintenant, on remet l'accent beaucoup sur la variabilité pour l'aspirine, qui est vrai aussi. Hein. Il y a des gens qui sont quand même résistants ou en tout cas qui ont pas la même sensibilité à l'aspirine. C'est bien pour ça d'ailleurs que les Nord-Américains qui croient ça depuis plus longtemps que nous donnent des doses plus élevées. Hein. Vous savez qu'ils sont souvent à 160, 300 mg d'aspirine aux États-Unis. Alors c'est aussi parce que l'IMC n'est pas le même et qu'un des facteurs de résistance, c'est le poids. Donc je ne vois pas le poisson, hein, mais pour l'aspirine, il y a une étude en cours qui est dirigée par Patrick Henry à Paris, qui est en Daman sur la double anti-agrégation versus la double dose d'aspirine versus une simple dose chez des patients à risque de résistance à l'aspirine. Et l'étude va terminer normalement au mois de juin. Donc on aura C'est sur les les résultats. diabétiques, hein, François. C'est ça, chez le patient diabétique, mais justement, il avait élargi aussi avec les patients en surpoids. D'accord. Donc, tu vas avoir des gens avec un syndrome métabolique, etc. Mais je suis d'accord avec toi que le clopidogrel, ce n'est pas non plus la panacée. Hein. C'est bien pour ça que les autres antiagrégants avaient été développés. Et pour te répondre, j'ai eu le même sentiment sur cette étude. Alors, c'est vrai que les Asiatiques ont toujours tendance à dire on n'a pas le même équipement génétique, on est plus sensible aux médicaments que vous. Et en particulier, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup sur les statines. Et d'ailleurs, les recommandations asiatiques, ils ont une société savante qui regroupe les principales sociétés asiatiques, qui prend les recommandations européennes ou nord-américaines sur les lipides et qui dit on fait pareil, sauf qu'on met demi-dose de statine. Donc, c'est un peu irrationnel quand même. C'est-à-dire que, d'accord, ce n'est pas tout à fait le même équipement génétique, ça je le comprends bien, mais probablement qu'ils ne répondent pas exactement de la même façon que les Caucasiens sur le clopidogrel, mais bon, je suis d'accord avec toi qu'il y a peut-être un petit hiatus. Après, l'étude est quand même rassurante sur la tolérance. Et puis l'aspirine, quand même, classiquement, est moins bien tolérée sur le plan digestif. Donc ça, c'est quand même un élément de réponse. Je ne sais plus si j'ai répondu à toutes tes questions.
je crois. Non, juste pour enchaîner, effectivement, bon, j'ai trouvé très, très bien ton topo. C'est vrai qu'il y a quelques années, Gilles Montalesco nous tannait sur les résistances au clopidogrel, 20%, les mutations de l'allèle, etc. Et puis l'aspirine, finalement, il y avait très peu de résistance. De mémoire, c'était 5%. Et donc, effectivement, et puis maintenant, on voit que dans les études cliniques, finalement, c'est plutôt l'inverse. L'aspirine, ça fait saigner. Et finalement, il faut mieux laisser le clopidogrel seul chez les patients à très haut risque hémorragique. Moi, j'ai une question sur la fibrillation atriale. Donc, on a bien compris les recos, on fait 7 jours de tripothérapie, ensuite on fait 11 mois de manière classique ou 6 mois de bithérapie avec le clopidogrel encore et l'anticoagulant, et puis au bout de 6 mois ou au bout d'un an, on laisse l'anticoagulant seul. Alors, au bout de 12 mois, chez un patient qui a des risques ischémiques, qui a 60 mm de stent, est-ce que tu laisses l'anticoagulant seul ou est-ce que tu associes ou est-ce que tu laisses la bithérapie et laquelle? Est-ce que tu fais anticoagulant plus aspirine ou anticoagulant plus clopidogrel? C'est ce qu'il avait eu avant. Je sais qu'il y a l'étude aquatique, je crois, de Guillaume qui est là, qui est en cours. Mais qu'est-ce que tu fais dans ta pratique quand tu revois en consultation au bout de 12 mois un patient où tu as mis un stent dans le tronc commun ou qui a des critères effectivement de risque ischémique, qui n'a pas saigné pendant 12 mois, que tu revois, il est donc sous clopidogrel et un AOD, et tu dis, bon, bah, je suis le roco, j'arrête le clopi, qu'est-ce que tu fais? Alors, je pense qu'effectivement, l'étude de Guillaume sera importante, ça va nous apporter une réponse. En pratique, j'ai tendance à être un petit peu malhonnête et à chercher une autre indication qui va me permettre de maintenir le clopi sereinement, et typiquement l'atteinte périphérique. Il est coronarien et il a une atteinte périphérique. Voilà, faut pas trop se poser de questions. Je le poursuis au moins un an, puis après, on se repose la question d'année en année. Je pense que c'est important de ne pas reconduire, bien sûr, systématiquement. Il faut que tous les ans, on se repose la question, parce que notre patient qui avait fait son infarctus à 75 ans, au bout d'un moment, il en aura 85, et ça va changer un peu l'approche. Donc, j'aurais tendance à te dire, j'ai tendance à, enfin, en tant que coronarographiste, si je lui ai stenté le tronc commun, ça me gêne au bout d'un an d'arrêter totalement l'anti-agrégation. Et donc s'appuyer sur le cas clinique et le justifier en disant que c'est pas un oubli, c'est volontaire. Peut-être que je prends un risque, mais c'est réfléchi. Et je vais maintenir le clopi un an de plus. Un an de plus. Alors, dans DAPS, c'était 3 ans. Au bout de Ouais. 3 ans, j'arrête. On a vu qu'il y avait des rebonds aussi à l'arrêt. Donc, voilà, est-ce que tu continues 5 ans, 6 ans? Bah non, mais je fais comme toi, c'est-à-dire tous les ans, je réévalue. Je me pose la question et j'ai tendance comme tout le monde, je pense, j'ai tendance à prolonger. Enfin, comme tout le monde, peut-être, c'est pas ce que vous faites. Ok. Mais je pense que ça devient dangereux au bout d'un moment parce que, voilà, 3 ans, ça arrive vite, en fait. Et Oui, donc, je c'est suis pour ça d'accord. que je pense qu'il faut se le noter. Moi, j'aime bien mettre des petits cailloux dans mes courriers pour savoir où j'en suis. Et en particulier, dire il a fait son infarctus en 2020. Ça me permet de savoir quand est-ce qu'il faut que je me repose la question. Ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, on valide les AOD dans la maladie coronaire chronique, enfin donc à distance des événements aigus, mais qu'il n'y a pas eu tant d'études que ça qui l'aient prouvé. Enfin, en tout cas, moi, je ne les connais pas. On avait enterré les AVK, tout le monde riait. Enfin, moi, quand j'étais interne, il y avait des coronariens sous AVK, c'était derrière tout le monde. Quand les gens devaient se faire opérer, quand on disait on arrête l'aspirine, on disait on ne peut pas faire de relais par les HBPM parce que ça ne marche pas chez les coronariens. Et puis là, on voit les AOD apparaître et avec une validation qui n'est pas extrême, hein. Alors, c'est sûr que les AOD sont quand même très maniables. Oui. Par rapport aux HBPM, aux AVK, je pense que tu as quand même un index thérapeutique qui est préférable. Mais oui, oui, c'est sûr. Bah, les études dont on dispose, qui sont pas nulles, mais qui sont du court suivi, quoi. Évidemment, on n'a pas encore de données de très longue durée sous AOD. Alors François, il y a 2 sujets qu'on n'a pas encore abordés, mais bon, la colchicine, vous avez beaucoup travaillé, vous avez été promoteur, je crois, à Montpellier de l'étude. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ton utilisation en pratique? Je pense que ça intéresse pas mal les collègues hospitaliers, aux soins intensifs, ils voient les syndromes coronariens aigus qui ont été dilatés dans la nuit, sur lesquels finalement tu vas mettre la colchicine à 0,5 mg. Et si tu la mets, pendant combien de temps tu la mets? On a bien compris que la femme lupique, c'était une bonne indication, mais est-ce que tu en as d'autres? Bah, c'est vraiment le risque résiduel élevé. C'est-à-dire le patient, tu as fait tout ce que tu pouvais, tu ne comprends pas pourquoi il récidive.
ou le patient très jeune. Alors, le patient très jeune, il y a le groupe va publier le travail fait sur les produits toxiques. Donc, c'est pas un scoop, je ne révèle pas de secret. Si vous êtes très jeune et que vous prenez des toxiques, il faut commencer par arrêter de prendre des toxiques, y compris le cannabis, malgré la bonne presse que ça a. Mais ça, c'est pas nouveau. Simplement, les données que le groupe va publier sont vraiment intéressantes, vous verrez. Et donc, le risque résiduel élevé, c'est ton patient, tu as l'impression que tu fais tout bien, il a 45 ans, c'est la deuxième fois que tu le vois la nuit pour un syndrome coronarien où il a fait un AVC. Il a arrêté de fumer, le diabète est contrôlé, il a perdu un peu de poids et malgré ce, il continue à faire des événements. Celui-là, il ne faut pas trop se poser de questions. Il faut lui proposer. Dans les études qu'on a faites, alors Colcott 2 dans le syndrome coronarien récent de moins de 30 jours, l'ODOCO, qui est un autre groupe international chez le coronarien stable, c'est pour ça que c'est intéressant. J'ai bien aimé vous mettre aussi la slide syndrome coronarien aigu chronique, parce qu'on a les deux études. Clairement, la réduction, elle est importante. C'est un tiers, 40% des événements, donc ce n'est pas anodin, en particulier sur l'AVC dans Colcott. Donc, je pense qu'un patient qui a faible risque de mauvaise tolérance, c'est-à-dire petit poids, âge élevé et fonction rénale altérée, c'est intéressant de lui proposer la colchicine à 0,5. La colchicine à 0,5, le dossier a été accepté au Canada, donc Santé Canada a reconnu son indication. Le dossier n'a jamais été déposé en Europe parce qu'il n'y a pas d'industriel derrière et il faudrait qu'on s'y mette, nous, les académiques, mais c'est un peu difficile à faire. Cela dit, c'est recommandé, donc vous pouvez y aller. Il y a les simples précautions, c'est d'éviter les risques d'intoxication. Et donc, déjà, on est à 0,5 mg. Le patient peut le prendre un jour sur deux. C'est stocké dans les globules blancs pendant suffisamment longtemps pour que vous le preniez un jour sur deux si ce n'est pas très bien toléré. Voilà, et ça ne coûte rien, donc pourquoi pas. Ok, Olivier? Oui, non, mais moi, j'ai relu à l'occasion de ta présentation un peu sur la colchicine. Je trouve ça très séduisant, une molécule anti-inflammatoire. Je veux dire, tout le monde sait que la maladie athéromateuse est une maladie en partie inflammatoire. Donc, freiner la progression de la maladie avec un anti-inflammatoire, c'est très bien, peut-être plus logique que l'aspirine, très à distance d'ailleurs d'un événement aigu. Je ne sais pas s'il y a d'autres études qui vont peut-être nous faire passer de 2B à 2A. Ou d'autres molécules d'ailleurs que la colchicine, Alors, il y a beaucoup d'études avec la colchicine en cours, dans des indications un peu différentes, parce que la messe est dite quand même dans la coronaropathie. Alors, sauf si tu arrives à amener des aspects physiopathologiques ou des traitements plus prolongés. Ah oui, je n'ai pas répondu à ta question sur la durée. Dans Colcott, c'était 27 mois. Dans l'Odoco 2, c'était un petit peu plus. Donc, on est parti pour en gros 2 ans de traitement. Sauf que, comme tu le disais, il n'y a pas vraiment de raison que l'inflammation diminue, en particulier chez le diabétique. Donc, il y a une étude qui va commencer en prévention primaire, normalement, si le Covid nous laisse un peu de répit, chez le patient diabétique à haut risque coronaire, où ça sera en prévention primaire qu'on va proposer la colchicine. Donc là, c'est assez innovant puisqu'on n'a pas grand-chose en prévention primaire. Ça regroupe la discussion avec l'aspirine. Et puis après, il y a d'autres molécules anti-inflammatoires, certaines qui ont été testées comme le canakinumab. C'est une biothérapie fort coûteuse, celle-là, qui a cette étude Cantos qui avait montré l'efficacité chez le patient coronarien stable. Mais la molécule avait été arrêtée parce que même si on réduisait les événements cardiaques à certaines posologies, on avait un surrisque de sepsis létal. Donc évidemment, toi, cardiologue, tu ne vas pas exposer ton patient à un risque de mourir d'un sepsis pour lui faire gagner quelques syndromes coronariens. Et donc la molécule a été arrêtée dans son développement cardiologique. Par ailleurs, ça coûte 200 000 $ par an et par patient, ce qui n'est pas la même chose que la colchicine qui coûte 7 centimes d'euros par jour. Et puis après, toutes les biothérapies sont intéressantes sur le plan sur le plan conceptuel, c'est-à-dire le tocilizumab, un anti-interleukine 6, les anti-interleukine 1, les anti-lymphocytaires, le rituximab. Et donc, il y a des études en cours dans l'infarctus plutôt, mais chez le coronarien, ça ne serait pas illogique. Évidemment, ce sont des médicaments qui exposent à plus d'effets secondaires et qui sont beaucoup plus coûteux. Donc, il faut voir ce que ça donne. Il y avait aussi un échec avec le méthotrexate, ce qui était un peu plus inattendu parce que c'est un médicament qui est très protecteur chez les patients qui sont inflammatoires chroniques.
Une petite question, puis éventuellement un tout petit point sur le choc cardiogénique. Alors chez un diabétique à haut risque qui passe par le coroscanner ou le score calcique, il est asymptomatique, il a un score calcique supérieur à 400, donc on va lui faire un test d'ischémie, voire une coronographie. Et tu les mets sous statine seule ou aspirine statine? Alors, statine, c'est sûr. Ils sont à très haut risque, ça fait partie du contrôle du risque. Et l'aspirine, c'est l'éternel débat. Ils sont quand même, c'est pas les études où on avait inclus des patients diabétiques purs entre guillemets. C'est-à-dire que là, ce sont quand même des patients, le risque est plus élevé grâce à ton coroscanner. J'aurais tendance à les traiter assez facilement, surtout si ça dépend quand même de la plaque. Est-ce que c'est des plaques minimes diffuses? Est-ce qu'il y a quand même une bonne plaque? Et puis, il n'y a pas que la coronaire, il y a aussi les carotides, il y a aussi la teinte périphérique. Je pense que c'est comme ça qu'on peut s'en sortir. Si tu as une grosse plaque sur la carotide, une sténose sur une fémorale, bon, voilà, ils sont considérés comme multivasculaires, il faut les traiter, je pense. Mais c'est pas facile, hein. Je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est pour ça que je posais la question, pour créer un peu de challenge. Un dernier point, parce qu'il nous reste à peu près 5 minutes, François. Le choc cardiogénique, il y a eu beaucoup de choses en 2021. Donc, est-ce que tu peux nous faire un tout petit résumé? C'est pas facile, mais bon, qu'est-ce qui a changé ta pratique? Qu'est-ce qui va changer ta pratique en 2022 pour le traitement du choc cardiogénique? Alors, d'abord, on a le registre national qui a été publié à Noël. Je vous invite à le lire si vous le voulez. C'est l'étude French Shock par le groupe USIC, avec le groupe Insuffisance cardiaque, et beaucoup de centres représentés ce soir là ont participé. Je remercie les investigateurs. On montre que les patients meurent, un quart des patients meurent à 30 jours. Donc, ça reste quand même très, très grave, avec des patients qui sont très hétérogènes. La maladie coronaire, bien sûr, en premier, mais pas que. Donc, on a l'impression que ce sont des patients très hétérogènes dont la prise en charge est difficile. Qu'est-ce qui peut améliorer? C'est l'assistance précoce, que ce soit l'ECMO, que ce soit l'Impella en salle de coro, que ce soit le ballon dans certaines circonstances. Et donc, il y a plusieurs études qui commencent en France. Là, il y a 3 études au moins qui commencent. Une avec le lévosimendan, donc un médicament qui est un calcium sensitizer, pour essayer de voir si la pharmacologie peut être améliorée. Une étude qui commence avec l'Impella systématique dans la prise en charge de l'infarctus antérieur, c'est-à-dire Impella d'emblée, versus tu fais ce que tu ferais sans Impella. Et puis une 3e étude avec ECMO et ballon de contre-pulsion d'emblée chez un patient qui fait un gros infarctus qui est en pré-choc. Ce n'est pas forcément le patient qui arrive sous forte dose de noradré et de dobu. C'est le patient qui a une lichette de dobu, ça suffit pour le mettre dans l'étude, versus prise en charge conventionnelle. Donc je crois qu'on va avoir des réponses. Clairement, je crois qu'il faut... le message, c'est quand même un patient qui arrive en salle de coro en choc cardiogénique. Bien sûr, vous faites tout ce que vous pouvez pour revasculariser l'artère. Et après, si le patient reste sous amine, je pense qu'il faut vous mettre en relation, en tout cas avec votre correspondant de centre tertiaire. Bon, surtout s'il est jeune, évidemment. S'il a 85 ans, c'est pas le problème. Mais s'il est jeune, il faut qu'il soit dans un centre où on peut discuter l'assistance, où on peut discuter la transplantation, si c'est nécessaire. Ça reste quand même une bonne indication de transplantation. Si le patient de 60 ans ou 65 ans, au bout de 3 jours, continue à s'enfoncer avec une déférence d'organes, c'est presque trop tard pour le transférer. Donc, il vaut mieux à la limite que vous le transfériez et que 24 heures après, votre collègue vous dise si tu peux le reprendre, il va vachement bien, tu as très bien travaillé. Je pense que c'est la meilleure option, en fait. Ça veut dire que si tu n'as pas l'ECMO ou l'MPLA, la contre-pulsion, finalement, il faut mieux transférer d'emblée dans un centre où il y a l'ECMO et où l'MPLA, quoi. Je dirais que la contre-pulsion, c'est peut-être mieux que rien. C'est contrairement à ce qu'on entend. C'est-à-dire que voilà, tu vas lui rendre service peut-être à ton patient quand même. Puis d'abord, tu sais le faire et tu le fais vite. Et donc ça n'a pas de prix. Et peut-être que ça va sécuriser le transport aussi. Ça, le niveau de preuve est quand même... alors d'accord, on l'a voué un peu aux gémonies, le ballon. Et moi, à titre personnel, je ne sais plus les mettre. Donc, j'ai toujours besoin d'aide quand j'en mets. J'ai un verre un peu con, mais pourquoi pas? Et oui, il faut le transférer. 60 ans, choc cardiogénique, grosse nécrose antérieure, il ne faut pas le garder, je pense. Ok. On a une petite question. Fibrose interstitielle du poumon et colchicine chez une dame qui fait un syndrome coronarien aigu. Alors, la question porte sur la contre-indication de la colchicine ou sur l'indication? Oui. Est-ce que c'est recommandé de prescrire? À ma connaissance, il n'y a pas de contre-indication. Je ne sais pas s'il y a une indication, en revanche, liée à la fibrose. Je ne sais pas, j'avoue. C'est une question, je peux pas. C'est pas une dernière question. 1 minute. Et pour en revenir à ton topo sur les thrombus du ventricule gauche, ouais. Quelle anticoagulation?
Alors, tu as Quand tu as un vu, thrombus qui fait 2 cm, 3 cm, qu'est-ce que tu proposes? tu as vu que Étienne, et dans le cadre de l'étude, propose le Rivaro. Oui, mais c'est plus de la prévention, Ouais, ça. c'est ça, c'est en prévention primo-secondaire parce qu'on suppose quand même qu'il va y avoir un certain nombre de patients qui en ont des thrombis, même ils sont petits. Après, gros thrombus, bah moi j'aime bien qu'il soit anticoagulé plein pot et double antiagrégé. Et l'anticoagulation, j'ai quand même une préférence pour les AOD, ça va te choquer, mais Ouais. pourquoi? Non, non, Parce que non. j'ai peur qu'ils ne soient pas bien anticoagulés avec les AVK, et c'est toujours pareil quand on leur dit aux internes, mais avec ton héparine, pourquoi il est toujours sous héparine? Mais parce qu'il a un gros thrombus. D'accord, mais est-ce qu'il est correctement anticoagulé? Ah bah oui, il est sous héparine à la seringue. Ah d'accord, alors on va regarder les TCA. Et alors là, ça gagne à tous les coups. Tu n'en as pas la moitié qui sont à l'objectif. C'est-à-dire que tu en as qui sont trop, mais tu en as qui sont indosables, des TCA qui sont normaux par rapport aux témoins. Donc le patient n'est pas anticoagulé. Alors qu'au moins avec l'AOD, il est anticoagulé. Mais le niveau de preuve est nul. Mais de même qu'il était nul avec les AVK. Donc les AVK, on le faisait par habitude et on ne faisait pas si mal puisque les patients évoluaient quand même pas si mal que ça. Donc, je crois qu'il faut, en tout cas, si tu préfères les AVK parce que le patient est pour X raisons, bien sûr, les AVK sont possibles. En tout cas, anticoagulation plein pot, prudente, et double antiagrégation, donc en général, quand même plutôt AOD, aspirine, clopie, de façon à être dans les clous. Tu n'as pas eu d'interaction entre la colchicine et les statines? Ouais, alors ça, c'est des bonnes questions. Dans les 2 études, 10 000 patients traités, aucun problème. Donc, il y a des choses dans le Vidal qui traînent. Et effectivement, une des précautions d'emploi à cause des cytochromes, c'est statine plus colchicine, ce qui est évidemment absurde chez nos patients coronariens qui sont tous sous statine. Donc, pas de problème. Et d'ailleurs, Santé Canada ne l'a pas retenu. Donc, on peut appliquer le protocole de François Schill, forte dose de statine, absolument, et plus colchicine. Moi, c'est ce que je fais. D'accord. Tout à fait. OK. Ben écoute, ça fait 45 minutes qu'on a passé un bon moment. Je trouve que c'est un bon résumé, en fait, avant les journées européennes, donc c'est bien. On était plus de 150 à nous suivre entre Facebook et en live, là, c'est sur le net. Merci François et Olivier. C'est une discussion assez interactive. On pourrait te poser probablement encore plein de questions, mais bon, c'est un moment, il faut bien s'arrêter. Vous pourrez voir le replay dès demain matin pour ceux qui n'ont pas pu nous suivre en direct. Merci encore au soutien institutionnel de Alliance BMS Pfizer. Vous nous retrouverez maintenant mardi prochain avec Pierre Ledet et Benjamin Essayag, avec comme expert en fait Théo Petzel, donc un jeune cardiologue très dynamique aussi en imagerie, pour les nouveautés en tout ce qui touche l'imagerie cardiovasculaire et notamment l'IRM. Voilà, donc bonsoir à tous et puis à très bientôt. Merci, bonsoir.